très orientée de ses dessins au roseau taillé. En peinture, ça donne un mélange de touches impressionnistes et de touches pointillistes. Dans la chambre, il cherche à éviter ce fourmillement discontinu. Les touches de remplissage des surfaces sont jointives et orientées, très descriptives. Elles suivent les planches verticales ou horizontales des boîtes de lit. Elles rayonnent selon le canage en étoile des chaises de paille. Elles s'orientent suivant les lattes verticales des volets mi-clos. Elles fuient avec les alignements du carrelage. Ces touches sont épaisses. Leurs bords aigus accrochent la lumière. L'œil du spectateur perçoit donc des directions, des concentrations, des vibrations qui recréent des sensations de matière ou de texture. C'est pourquoi, malgré ces couleurs arbitraires, la chambre reste un décor réaliste. Après Arles, il s'adonnera à une touche beaucoup plus sinueuse, apte à rendre le mouvement du vent, ou encore le grand tourbillon du cosmos. Mais déjà sur la fin du séjour arlésien, la touche arabesque avait fait son apparition. J'exagère, je change parfois au motif, mais enfin je n'invente pas le tout du tableau. Je le trouve au contraire tout fait, mais à démêler dans la nature. Peut-on vérifier cette exigence de vérité du peintre en superposant ces images au décor d'origine? La Maison Jaune se transforma en café. Le 25 juin 1944, le quartier de la gare et les voies ferrées étaient bombardés. La petite maison fut en partie détruite. Elle aurait pu être restaurée, elle fut rasée. Il n'est donc plus possible de comparer la Maison Jaune et la chambre aux images peintes par Van Gogh. Cependant, l'une et l'autre peuvent être reconstruites en partant des images elles-mêmes. À La Haye, en 1882, Vincent s'était fait construire un appareil inspiré des principes de Dürer. Dans un cadre de bois, un réseau de fils permet de repérer les lignes d'un paysage et les tailles des objets. Il possède encore ce cadre à l'aide duquel il réalise des dessins au roseau et des peintures. Le peintre a le goût des lignes fuyantes. Il calcule son cadre de façon à ce qu'elle s'insère dans la composition. Dans la chambre, les lignes forment un réseau en toile d'araignée et donnent une sensation de plongée rapide. Pourtant, la perspective du tableau est conforme aux règles classiques. En prolongeant les lignes des murs, on obtient un point de fuite situé au bas de la fenêtre. D'autres alignements convergent aussi en ce point. Ce n'était pas le cas des deux dessins tracés à la hâte. De même, dans la version de Chicago, lorsqu'il recopie son premier tableau, Vincent laisse un peu flotter les lignes. Dans la petite version, peinte pour sa sœur, il reprend au contraire sa perspective. Cependant, les trois tableaux montrent plusieurs détails étranges. Le bas du mur du fond n'est pas parallèle au bord inférieur du tableau. Les moulures des deux portes ne sont pas alignées sur les lignes de fuite. La table de toilette est placée en biais. Le lit dépasse dans l'embrasure de la porte. Certains ont vu dans ce tableau, et dans quelques autres, les signes de la folie. Les objets fuyaient, les murs bougeaient. Tout témoignait d'un monde instable, en voie de dislocation. Pourtant, Van Gogh se veut réaliste. L'image est donc sûrement celle d'une vraie chambre, dont tous les éléments, même les plus bizarres, ont une explication. Ces chaises de paille sont d'un modèle très courant encore aujourd'hui. La hauteur de leur plateau est une dimension standardisée, environ 42 cm. Elle peut servir de module pour analyser l'image. La largeur de la pièce entre les deux portes représente 7 fois ce module, donc environ 2,94 m.
Le lit correspond à environ 2 fois et demi le module, soit 1,05 m. Il est donc possible de placer le lit, les chaises et les 2 portes sur une première ébauche de plan. Pour le mur du fond, les points de repère sont moins évidents. Si l'on examine la tête du lit, on voit que le montant droit se trouve très éloigné de l'angle de la pièce, alors que le montant gauche se trouve très près du porte-manteau et du bas du mur. De même, les pieds arrière de la table se trouvent à la même distance du mur, alors que cette table semble placée en biais par rapport au lit. Comment expliquer ces contradictions? Le principal indice a été fourni par Vincent lui-même. Dans la Maison Jaune, il montre le grand immeuble de l'avenue de Montmajour et devant le petit corps de dépendance construit dans son prolongement. 2 maisonnettes jumelles à fronton triangulaire et séparées par un pan bâti de sans doute la cage de l'escalier commun. Or, les horizontales marquant les étages des petites maisons ne sont pas parallèles aux horizontales de la grande, ce qui devrait être le cas si les façades étaient elles-mêmes parallèles. Cette particularité n'est pas due à une négligence du peintre, puisqu'elle se retrouve sur les photographies prises à différentes époques. Dans un dossier d'urbanisme qui date de quelques années avant l'arrivée de Vincent, subsiste un plan précis. La Maison Jaune a bien été bâtie dans le prolongement du grand immeuble, et ses façades s'alignent sur l'avenue de Montmajour et sur la place Lamartine. Elles font entre elles un angle de 120 degrés. C'est donc cet angle qu'on retrouve entre le mur de gauche de la chambre et le mur du fond. Le plan peut désormais être complété. La table de toilette est bien alignée contre ce mur. Le lit déborde un peu sur la porte de droite parce que Vincent ne pouvait le pousser complètement au fond sans sacrifier une bonne partie de la surface de la chambre. D'après des plans cadastraux, chaque petite maison fait à peu près 7 mètres de large et la partie qui les sépare 3 mètres. En se basant sur les données du tableau, le mur du fond mesure 3,35 m. L'autre pièce a la même largeur. Pourtant, Vincent déclare qu'il a laissé la plus belle pièce à Gauguin. Eh bien, j'ai aujourd'hui loué l'aile de droite de cette construction, qui contient 4 pièces, ou plutôt 2, avec 2 cabinets. La chambre de Gauguin occupait sans doute la plus grande partie de la surface restante et possédait 3 fenêtres. La chambre de Vincent, très petite, se trouvait donc avec ses 2 portes entre le palier et la chambre de Gauguin. La perspective permet aussi de calculer l'angle de vision, soit 90 degrés. L'espace de la chambre n'est pas immédiatement perceptible, car Van Gogh a brouillé les pistes. Par exemple, la fenêtre n'est pas fermée, elle est entrouverte. Ainsi, sa position n'apporte pas d'information sur l'obliquité du mur. La porte de gauche n'est pas alignée sur la perspective. En regardant derrière la chaise, dans les versions de Chicago et de Paris, on découvre qu'elle est entrouverte. Celle de droite l'est sans doute aussi. Van Gogh a supprimé un élément fondamental de tout repérage dans l'espace, les ombres. S'il avait représenté sa chambre telle qu'il la voyait, vers le milieu du jour, il aurait dû peindre un puissant contre-jour. Et il y a encore un curieux détail. Dans les 2 premiers tableaux, Vincent peint à l'angle supérieur droit de la pièce. L'alignement du plafond est en contradiction avec la hauteur de la fenêtre visible dans le tableau. Ça pourrait s'expliquer par la présence d'un pan mansardé ou d'une poutre. En prolongeant les lignes des murs et en y intégrant cette poutre, on obtient un volume désormais cohérent, celui de la petite chambre de Vincent. Vincent donne d'abord à son espace intérieur le sens d'un lieu de repos, de liberté. Enfin, la vue du tableau doit reposer la tête, ou plutôt l'imagination. Dans ses propos, il oppose en effet la chambre, vide, apaisante, harmonieuse, éclairée par la lumière du jour, au café de nuit, peuplé, angoissant, zébré de couleurs stridentes, éclairé par la lumière du gaz. Les formes et les lignes sont d'ailleurs très proches. Plus tard, à Saint-Rémy,
il déclarera que le champ de blé sur fond de montagne pourrait être le pendant de sa chambre. Les blés sont couchés par la tempête. Ici encore, désordre et violence sont opposés à l'ordre de la chambre. Mur blanc, tomate rouge, chaise en paille, lit campagnard. Il entre dans ce choix une part du dépouillement protestant qui a marqué la jeunesse du peintre, sans doute aussi l'influence des sujets paysans de Millet. En donnant à voir l'espace intérieur d'un peintre vivant simplement, Vincent accomplit aussi un geste politique. Les journaux illustrés de l'époque montrent souvent les ateliers ou les intérieurs surchargés des grands peintres académiques du temps. La chambre est un plaidoyer en faveur du style rustique qui, depuis, a connu un succès universel. Et on peut voir dans la chambre une grande nature morte dans la tradition hollandaise. Cependant, la nature morte n'est jamais un genre pictural neutre chez Vincent. La cafetière raconte la métamorphose du peintre au moment où il accède enfin à la maison jaune. La chaise de paille est le plus flagrant de ses autoportraits. En pleine lumière solaire, sur fond simple, elle est le pendant du fauteuil nocturne sur fond fleuri, censé représenter Gauguin. L'objet personnel devient métaphore, signe du destin. Dans la première version, Vincent rassemble sur son mur les portraits de ses deux amis du moment. Il rêve encore à sa communauté d'artistes. Ensuite, il les remplace par les portraits d'un couple, lui-même et une femme imaginaire. Van Gogh aurait aimé trouver une compagne. Il pensait compléter son tableau avec une femme nue et un berceau. Mais il oublia de le faire ou ne put s'y résoudre. Les seules rares femmes nues que Vincent a peintes au cours de sa carrière sont des prostituées. Le rêve éveillé du peintre a aussi son envers de cauchemar. Peut-être Vincent a-t-il vu chez Degas à Paris une toile intérieure, parfois surnommée le viol. Les deux tableaux, emportés vers le fond par une même perspective aiguë, ont de nombreux points communs. La chambre de Degas est un espace de ténèbres, de folie, de crime. Chez Van Gogh, au contraire, la lumière jaillit de partout et l'ombre est bannie. La chambre est l'envers lumineux d'intérieur. Une conjuration de la lumière contre les ténèbres. Les meubles s'écartent vers les bords de l'image, creusant un centre accueillant. La chambre choisie par Vincent est la plus petite. Elle lui permet de s'isoler, de se concentrer, de lutter contre la dispersion. Située à un carrefour jaune comme un soleil, la maison est devenue pour Vincent le centre de son univers. Le matin, en ouvrant la fenêtre, on voit la verdure des jardins et le soleil levant et l'entrée de la ville. Mais le spectateur ne peut plus désormais s'empêcher de se raconter l'histoire. Dans le tiroir, il y a le rasoir. Au-dessus de la table, le miroir. Gauguin évoquera après le drame les murs souillés de sang et la serviette imbibée. Le spectateur décide alors d'éliminer tout ce qu'il sait de la légende du peintre et même tout ce que dit le peintre de son tableau. Il tente de regarder l'image dans sa seule évidence. Les portes sont ouvertes vers l'atelier ou vers la ville. La fenêtre et les volets vont s'ouvrir sur les paysages du midi. Le miroir vide attend un visage. Porte, fenêtre, miroir, autant de métaphores de la peinture, du conte, du rêve, de la mémoire. Et le spectateur lui-même se fait peindre. Il retrouve toutes les images de chambre de sa vie, celles qu'il a lues, celles qu'il a entrevues, et il